C'est parti. Bonjour mécanique, aujourd'hui c'est un sujet de correction, c'est-à-dire c'est une vidéo de correction d'un sujet que je donne à disposition sur mon Pelstreeze. Donc si vous allez sur mon Pelstreeze qui est ici, vous avez donc, si vous voulez chercher vraiment dans mon Pelstreeze, vous allez dans ressources globales, ancien sujet, CCF moteur en V. Et je donne tous les documents en fait pour pouvoir faire le TP. Donc ce TP, ce système complet que je donne à mes élèves, je le donne en milieu de formation, c'est-à-dire que sur un bac pro 3 ans, je le donne entre 1 an et demi et 2 ans, voire début de terminale si vraiment les élèves sont en retard sur leur progression. Et ça va permettre en fait de revoir un certain nombre d'éléments qui ont été vus dans la formation. À noter que c'est un ancien CCF BEP de certification, production mécanique. Donc c'est un sujet qu'on avait donné aux alentours des années 2015. Et du coup, maintenant, je l'utilise comme ressource pour que les élèves puissent faire un point sur leur formation en construction mécanique. Le système, il est relativement simple en termes de fonctionnement. C'est un moteur en V qui a été conçu et usiné donc dans nos ateliers de techniciens d'usinage. On a deux pistons qui coulissent, qui montent et qui descendent. Vous avez les bielles et vous avez le vilebrequin. Cette structure moteur est connue et très connue en fait dans les moteurs thermiques. Il faut savoir qu'en France, on a en règle générale les cylindres qui sont alignés les uns derrière les autres. C'est pour ça qu'on parle de moteur, de moteur en ligne, 4 cylindres en ligne, etc. Et puis on a des moteurs, des structures moteurs où les cylindres sont en V. Alors ça va permettre d'avoir un gain de rendement. On a ça notamment dans les véhicules de course, Formule 1 par exemple, où on a eu pendant très longtemps des structures moteurs où vous aviez en fait des cylindres comme ça qui font cette forme en V. Ici c'est un compresseur, donc le concept de la compression c'est qu'on fait tourner le vilebrequin, donc l'entrée du système c'est le vilebrequin. Les bielles vont permettre de faire monter et descendre notre piston. Et ici, quand on a des anti-retours, des systèmes avec des billes et des ressorts, où on va avoir une phase d'aspiration. Vous allez avoir donc l'air qui va être aspiré. Et quand le piston va remonter, vous allez avoir la compression de l'air qui va se faire dans le piston et qui va être envoyé notamment dans une réserve. Je m'incruste dans la vidéo, c'est pour vous montrer le système réel, c'est-à-dire le système qui a été usiné à l'atelier. Donc il faut savoir que ce système, c'était un système qui était utilisé en construction mécanique pour faire la préparation de l'usinage et également en technologie, donc l'ancienne appellation EPE. Et ensuite, les élèves donc usinaient soit des pièces de tournage, soit des pièces de fraisage sur ce système. Donc on retrouve le système réel, donc avec la structure en V, le corps du système où on a nos deux cylindres qui viennent se monter dessus, il est en rouge parce que je l'ai imprimé en 3D. C'est plus facile à voir visuellement, surtout sur la caméra. On retrouve les culasses qui viennent sur la partie supérieure donc de nos cylindres, avec normalement la disposition de nos anti-retours. À l'intérieur de notre système, nous avons les deux pistons qui vont coulisser à l'intérieur. Donc les pistons, je ne sais pas si on voit bien la caméra, ont une gorge où on va pouvoir disposer une segmentation, c'est-à-dire un élément qui va permettre à faire une étanchéité à l'intérieur de notre cylindre. Et on a donc le vilebrequin, où on a un mouvement de rotation, ou sur ce vilebrequin, donc vous avez un maneton où on a disposé donc les deux bielles, et ces deux bielles en fait vont être elles-mêmes en liaison avec les deux pistons qui vont coulisser donc dans nos deux cylindres. Donc voilà la structure et voilà globalement les pièces réelles, par exemple ici le vilebrequin sur lequel on va travailler. Donc voici en fait les pièces en aluminium usinées dans notre atelier. À disposition pour faire le TP, vous avez le diaporama. Dans ce diaporama, vous allez avoir donc les onglets problématiques première partie et deuxième partie et les ressources fabricants. Au niveau des premières questions, donc je vais sur la première partie. La première question que je vais poser en fait, c'est être capable d'identifier les types de documents techniques. Donc on va voir ensemble quels sont les documents techniques que j'ai mis donc à votre disposition. Vous avez pour commencer le DR2. Alors je commence par le DR2. Pourquoi le DR2 au lieu du DR1? Le DR2, c'est parce que c'est le dessin d'ensemble. C'est vraiment le document important
au niveau de l'assemblage de notre système. Donc on peut retrouver ici donc en image dessin, couleur, le moteur que je vous ai présenté précédemment. Vous avez donc la vue de face et les différents éléments. On va commencer également à répondre au nom des vues, quitte à être sur le DR2. Donc vous avez le dessin, la vue de face, et vous avez donc à gauche, ça va être la vue de droite, et ensuite on inverse. Ce que vous allez avoir à droite sera la vue de gauche, et ce que vous allez avoir sur le dessus, ça va être la vue de dessous. Vous avez également donc cette vue, c'est une vue en perspective. Vous avez donc petite précision, vu que l'on est sur une correction, on a des hachures parce que ce sont ici sur la vue donc de droite et sur la vue de dessous, ce sont des vues en coupe. La vue en coupe KK pour cette vue ici et la vue de coupe BB pour la vue ici de dessous. Et ici donc pensez à cocher que c'est un plan d'ensemble. Ensuite, allons voir les autres documents que nous avons donc à notre disposition. Nous avons le DR1. Donc le DR1, c'est le plan du Villebrequin. Donc sur ce plan du Villebrequin, on n'a qu'une seule pièce, vu que c'est le Villebrequin. Et vous allez avoir donc type de document. On parle de dessin de définition. Petit rappel, dessin de définition, vous allez avoir la cotation normalement complète de ce document qui va permettre de pouvoir notamment le fabriquer. Le nom des vues pour cette question. Ici, j'ai ma vue de face. Je pourrais très bien désigner la vue de face ici. Dans ce cas-là, je choisis entre les deux, je choisis celle qui a le plus de détails. Donc moi, de préférence, mais c'est que ma vision à moi, je vais décider que la vue de face, c'est celle-ci. Et là, vous pouvez faire une erreur, c'est à partir du moment où vous avez désigné la vue de face, faut pas se tromper. La vue qui sera à droite sera la vue de gauche. Si vous décidez que cette vue, c'est la vue de face, automatiquement, la vue qui est à gauche deviendra la vue de droite. Donc à vous de, en fonction de la vue de face que vous avez choisie, de pas vous tromper. N'oubliez pas qu'on est sur de la projection orthogonale avec une norme ISO et du coup la projection orthogonale fait qu'on inverse les vues. Et pour DR3, pour finir cette question 1, pour pas être trop long, on vous demande le document ici, la nomenclature. On vous demande de cocher donc nomenclature. La nomenclature, je vous rappelle, c'est un tableau qui va permettre de retrouver le repère des pièces, leur nombre et notamment la désignation, où on peut avoir des observations et on peut également avoir la matière. On enchaîne sur la question suivante. Donc on a répondu les types de documents, le nom des vues. On vous demande l'échelle de DR2. Alors ça, c'est question. On ne peut pas faire plus facile en termes de questions, tout simplement parce que l'échelle, on le retrouve dans le cartouche. Donc on va sur le cartouche, on cherche l'échelle, donc on a tout un tas d'informations, et ici on trouve l'échelle, donc 2 sur 3. Je zoome notre cartouche. Donc le cartouche, à ne pas confondre avec la nomenclature. La nomenclature, c'est un tableau avec le repère des pièces. Le cartouche, c'est un document que l'on retrouve sur le dessin technique, c'est la carte d'identité, pour faire simple, et sur cette carte d'identité, à 99,9% du temps, on pense bien à trouver l'échelle qui va nous permettre en fait de comprendre les dimensions du dessin de comparer les dimensions réelles par rapport aux dimensions dessinées. Et dans notre cas, on est sur une échelle de 2 divisé par 3. Si vous faites 2 divisé par 3 à la calculatrice, vous vous rendez compte que c'est inférieur à 1. Donc le plan ici, qui est censé être imprimé en A3, le plan est plus petit que le réel. Donc on est sur une réduction. Question 2. Extraire les caractéristiques de la pièce Villebrequin. Donc là, c'est relativement facile parce qu'on demande en gros le type de matière qui est utilisé pour l'usinage de la pièce. Le type de matière, c'est ici, donc c'est facile en plus. Dans ce plan-là, on vous a fait comme un mini nomenclature en fait, et on a donc matière avec EN AW 2017. Donc AN AW 2017. Si je viens sur mon document, ici, c'est de ENAW 2017. Et donc cette matière,
c'est de l'aluminium. Ensuite, question suivante, extraire les caractéristiques donc de la pièce et notamment les natures de surface. Rouge, bleu, jaune. Donc là, il faut absolument revenir sur notre diaporama car vous allez avoir un lien, vous allez cliquer, vous allez ouvrir donc un document e-drawing et dans ce document e-drawing, en fait, j'ai mis des couleurs sur le Villebrequin. Donc j'ai ouvert déjà le e-drawing pour gagner un peu de vitesse sur ma vidéo. Donc ici j'ai mis 4 couleurs. Il faut savoir que dans le questionnement, je n'ai pas mis 4 couleurs, j'en ai mis que 3. J'ai mis le rouge, le bleu et le jaune. Si pour la question rouge, la surface ici, ça va être une surface cylindrique. La surface bleue sera une surface plane. Et la surface jaune qui est au bout là, c'est une surface conique. Donc vous, dans votre questionnement, on va retrouver en termes de réponse cylindrique. On va retrouver, je sais pas ce qui me fait, mais c'est pas grave. On va retrouver surface plane. Et on va retrouver en jaune une surface conique. Ensuite, on vous demande donc de colorier sur le dessin, donc de définition. On vous demande de colorier le plan. Donc c'est à vous. Donc là, je fais pas de correction, mais c'est à vous d'être capable de retrouver les surfaces sur un dessin de définition. C'est-à-dire que si vous allez devoir colorier, alors si je peux faire rapidement pour vous montrer, vous allez devoir colorier en rouge le cylindre. Donc le cylindre, vous allez le retrouver ici. Et sur cette vue-là, donc vous ne le verrez pas. On vous demande de colorier ensuite, alors vous pouvez essayer de colorier sur la vue en perspective qui est ici. Si vous faites les choses bien, on verra également donc le cylindre sur la vue en perspective. On vous demande ensuite de colorier donc la surface plane qui est en bleu. Donc cette surface plane qui est en bleu, vous pouvez la désigner. Vous prenez bleu. Donc effectivement ici je ne la vois pas. Par contre je la vois notamment ici. Donc ici vous allez avoir donc votre surface bleue. À vous de colorier tout le dessin, toute la vue, en tout cas toute la surface plane sur la vue. Pourquoi ici? Parce que la surface bleue, en fait, vous pouvez également repasser, alors il faudrait faire la règle proprement, mais vous pouvez repasser en fait cette ligne pour montrer que vous avez du bleu. Et quand je regarde donc par la gauche, sur ma vue de gauche, automatiquement je vais retrouver du bleu et je vais le retrouver même également ici. Et ensuite on vous demande de colorier la surface jaune. La surface jaune, c'est celle qu'on va normalement bien voir sur toutes les vues. Vous allez avoir donc ici le cône qui est ici. C'est automatiquement le cône que l'on retrouve ici. Et c'est la partie conique que l'on retrouve sur la perspective ici. Alors là, vous n'allez pas pouvoir le colorier parce qu'on ne le voit pas, mais c'est juste pour vous montrer exactement où cela se situe. Donc voilà, cet exercice, il permet vraiment de travailler les surfaces et la visualisation des surfaces sur un dessin de définition. Dans la question 4, je vais vous demander le nom technique, le vocabulaire technique donc associé à des surfaces. Donc ici, donc on va travailler sur le Villebrequin et on va vous demander donc les surfaces rouges, jaunes et vertes. Donc n'oubliez pas que vous avez des ressources disponibles, soit des diaporamas, soit sur internet, soit dans le guide du dessinateur industriel, qui est un livre en fait, le GDI, un des livres de référence en construction mécanique. Donc ici la surface rouge. La surface rouge, c'est la surface cylindrique. C'est une pièce qui va rentrer dans un alésage. Donc on va parler d'un arbre. Le vocabulaire technique associé à ce cylindre, c'est un arbre. La surface jaune, cette surface conique, c'est une arête tranchante qui a été usinée de forme conique. C'est un chanfrein. Le chanfrein, c'est un usinage qui est réalisé très fréquemment donc en usinage. Et la surface verte, cette surface est une surface plane où on va avoir des pièces qui vont être mises en butée donc sur cette surface. Donc c'est une surface qui va épauler des éléments. On parle donc d'épaulement. Donc en termes de réponse dans votre document élève qui est ici, vous allez donc compléter par S1 arbre, S3 chanfrein, S4 épaulement.
Ensuite, au niveau de la question 5, c'est être capable d'entourer 3 spécifications dimensionnelles, 2 spécifications géométriques, un élément de référence et un état de surface en noir. Donc c'est parti, on va dans le plan, sur le plan, pardon. On a donc nos deux vues, notre dessin de définition, et c'est parti. Donc on commence à entourer en rouge 3 dimensions, d'où le nom de spécification dimensionnelle. Donc là, vous embêtez pas, vous voyez une dimension ici, vous y allez. Je vois ici un 10, c'est une dimension, et puis on va prendre quelque chose de cylindrique par exemple. Ici, j'ai un cylindre de diamètre 6. Donc ça, c'est des dimensions, c'est du dimensionnel. Ensuite, entouré en bleu, de la géométrique, la fameuse cotation GPS. Donc ici, géométrique, c'est quand vous avez ces cases-là avec la première case, une forme géométrique. Donc ça, c'est des spécifications géométriques, cotation géométrique. Ça, on l'étudie surtout en bac pro, on l'étudie en dernière année, en terminale, où on apprend vraiment à décoder ces cotations qui sont assez particulières et qui demandent quand même certaines compétences. Ces éléments ont besoin de références. Donc on vous demande d'entourer en vert un élément de référence. Donc ici, l'élément de référence, il est là. Donc petite explication, par exemple ici, le maneton, ce cylindre, cette cible, c'est le symbole de la localisation, c'est-à-dire que je localise, je positionne en fait lui par rapport à mes références A. Donc ici, vous voyez, la référence là, elle se retrouve ici et ici. Donc l'élément de référence A, c'est ce cylindre nommé référence A. Et ensuite, dernier élément à entourer, ce sont les états de surface. Donc les états de surface, c'est les fameux RA. Vous avez également le RA sur les tolérances générales. Donc vous avez RA 3,2, donc ça veut dire que l'état de surface, ici, 3,2, donc toutes les pièces ici doivent avoir une qualité qui ne doit pas dépasser une rugosité de 3,2 microns. Voilà pour la question sur les surfaces et les éléments à désigner. Dernière question sur question 6, être capable d'identifier donc la fonction qui permet donc de faire le maneton. Donc normalement vous devez aller sur SolidWorks et dans l'arbre de création ou l'arbre de construction, vous devez trouver la fonction qui a permis de faire le maneton. Donc je vous donne la réponse, c'est l'extrusion 1. Donc, normalement quand vous cliquez sur votre pièce SolidWorks, vous cliquez sur le maneton et vous devez avoir apparaître, souvent c'est en bleu, vous devez voir apparaître en fait l'extrusion 1 qui se met en bleu justement. Donc ici, donc dans votre document, vous devez entourer extrusion 1. Vous allez dessiner un croquis. Donc vous devez réaliser la vue de face en coupe d'un coussinet, donc de cette pièce de guidage. Donc je vous conseille vivement d'aller identifier dans votre dessin d'ensemble la pièce repère 2 qui est ici. Donc partiellement vous allez avoir la réponse donc de comment dessiner cet élément. Moi je vous donne directement, parce qu'on est dans la correction, je vous donne directement la réponse. Vous avez donc cette pièce qui est coupée en deux, donc suivant un plan de coupe AA. Vous avez donc la coupe AA, donc soit voilà, je peux enlever, donc j'ai la coupe AA, j'ai ma ligne de construction qui désigne donc l'axe, vu que c'est une pièce de révolution. Vous avez donc à vous de faire attention quand vous allez dessiner, de bien aligner les traits, c'est-à-dire qu'ici, si je vais réussir, si j'arrive à l'attraper, vous voyez, ici, l'enlèvement de matière, le vide que vous avez dans la pièce, c'est le vide que l'on retrouve ici. Donc automatiquement, vous avez également un alignement de certains éléments. Donc vous devez vraiment aligner votre dessin en fonction de la vue qui vous est donnée. Je ne sais pas si vous comprenez mes explications, mais vous devez vraiment aligner les deux vues ensemble. C'est le but d'un dessin de définition, c'est d'avoir vraiment les vues qui sont projetées, donc automatiquement vous allez avoir un lien entre chaque vue, donc vous allez notamment prendre votre règle, essayer de déterminer où se situent différentes surfaces. J'enchaîne sur la question suivante.
la question donc 8, où on va vous demander donc de réaliser la mise en plan. Donc ça, c'est à vous de le faire tout seul, en autonomie. Normalement, vous avez donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez avoir des vidéos pour vous rappeler comment faire une mise en plan sous SolidWorks. Donc je ne vais pas passer du temps là-dessus. Si vraiment vous avez besoin, n'hésitez pas à rechercher les vidéos qui permettent de faire une mise en plan. La partie 2, donc la partie vraiment étude du système, de l'assemblage. Donc là, on a vu le coussinet qui était monté avec le vilebrequin et on va étudier donc le jeu maxi, le jeu mini en fonction en fait de la cotation qui a été donnée, qui est diamètre 20 H8 G6. Donc vous avez ce tableau à compléter, vous avez votre cotation à analyser et vous avez normalement à votre disposition, mais vous pouvez également l'avoir sur le GDI ou sur internet, le fameux tableau de tolérance ISO pour pouvoir en fait décoder votre cotation. Donc je vais aller assez rapidement car c'est quelque chose que vous avez déjà fait. On vous demande ici l'écart supérieur et l'écart inférieur. Donc l'écart supérieur de votre bague avec H8 pour un diamètre 20, on va avoir 33 microns. Ça va donner en millimètres 0,033. Au niveau de l'écart inférieur, on est à 0. Donc là, c'est facile. Au niveau de la cote maxi pour cette bague H8, vous rajoutez donc votre cote nominale plus l'écart supérieur. Donc on se retrouve avec 20,033. D'où la nécessité de transformer les microns en millimètres. Je fais la même chose donc pour l'écart mini, mais c'est facile. Vu que j'ai 20 et un écart inférieur de 0, je vais avoir 20. Et l'intervalle de tolérance, c'est code maxi moins code mini. Donc vous faites 20,033 moins 20, vous allez trouver 0,33. Donc là, pour le H8, pour l'alésage, c'est relativement facile. Maintenant, le G6, pour là, au niveau de l'écart, vous allez avoir moins 7. Donc ça, faut faire attention. On conserve le moins. Et en micron, ça donne moins 0,007. Au niveau de l'écart inférieur, j'ai du moins 20. Ce qui va donner en millimètres moins 0,02. Au niveau de la cote maxi, automatiquement, je vais y arriver, je vais me retrouver avec 20 moins 0,007. Parce qu'automatiquement, j'ai un moins, donc cote nominale plus écart. Vu que j'ai un moins, ça va devenir une soustraction. Donc je me retrouve avec 19,993. Au niveau de ma cote mini, je fais la même chose. Je fais 20 moins 0,02. Je vais me retrouver avec 19,98. Au niveau de l'écart, l'intervalle de tolérance, pardon, l'IT, code maxi moins code mini, 19,993 moins 19,98, je me retrouve avec une valeur de 0,013. Au niveau de mon jeu maxi, petit rappel pour la formule, c'est vraiment calculer, je prends mon alésage maximum et j'enlève l'arbre minimum. C'est ce qui va me permettre d'avoir le plus d'espace possible dans des intervalles souhaités. Donc, le jeu maxi, c'est cote alésage maxi moins cote arbre mini. Ce qui nous donne 20,033 moins 19,98 qui va me donner une cote, un jeu maxi de 0,053. Au niveau du jeu mini, c'est la même chose, sauf que je pars donc toujours de l'alésage, cote alésage. Mais cette fois, au lieu de prendre le plus d'espace possible, je prends l'espace le plus petit. Donc, cote alésage mini moins cote
arbre, maxi. Ce qui va nous donner, par rapport au tableau qu'on a complété, 20 moins 19,993. Et la réponse va nous donner du 0,07. Automatiquement maintenant, quand je regarde mes réponses et mes valeurs résultant de mes calculs, j'ai une valeur positive pour le jeu maxi, j'ai une valeur positive pour le jeu mini, je suis sur du glissant. Donc ma réponse ici, entourez bien, glissant. Si j'avais eu du négatif, jeu maxi négatif, jeu mini négatif, j'aurais été dans du serrage, ça veut dire que mes pièces elles ne coulissent pas. Je suis obligé de détériorer, d'écraser de la matière pour les faire rentrer, de les faire rentrer en force, je serais sur du serrage. Et j'aurais eu une valeur positive et une valeur négative, je serais sur de l'incertain, c'est-à-dire en fonction du montage de pièces que j'ai, je peux très bien avoir du jeu ou je peux avoir du serrage. Ensuite, je vais essayer d'aller un peu vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Question 10, on vous demande quand, lorsque l'air entre dans la chambre, je l'ai dit dans la présentation, quand on est en phase d'aspiration, j'ai le piston qui va vers le bas. Donc ici, c'est vers le bas qu'il faut entourer. Et le phénomène qui désigne donc l'évacuation de l'air, c'est bien évidemment le refoulement. Donc c'est des termes qu'on utilise également dans les moteurs thermiques, c'est-à-dire que vous avez donc les phases quand le moteur va aspirer le mélange air-essence ou qu'on va lui injecter, parce qu'on a des injecteurs, on va lui injecter l'air-essence, on est dans les phases d'aspiration. Mais quand vous avez transformé, vous avez l'explosion dans le moteur, on a le moment où il faut refouler les gaz, et c'est les fameux gaz qu'on retrouve dans les pots d'échappement. On se rapproche de la fin de notre TD. La question 11, on vous demande les liaisons que vous avez donc dans entre le piston et le cylindre. Donc là, je ne vous mets même pas la vidéo. Vous devez la voir normalement. Vous avez le piston en fait qui monte et qui descend. Et il n'y a rien qui l'empêche en fait de tourner sur lui-même. Tout ça, ça va se jouer suivant l'axe Y. Donc la liaison ici qui vous est demandé de répondre. Là, je crois que j'ai dit X, mais c'est Y, pardon. Donc la liaison qu'on vous demande ici, j'ai une translation en Y, j'ai une rotation également en Y, c'est-à-dire que le piston il monte et il descend suivant Y, et il peut tourner sur lui-même suivant l'axe Y, et la liaison ici, ça sera la liaison pivot glissant. Donc encore une fois, vous avez tout un tas de ressources pour pouvoir déterminer le nom des liaisons si vous ne les connaissez pas par cœur. Au niveau de la liaison suivante, le vilebrequin et le corps. Donc si je reviens ici sur mon questionnement, vilebrequin et corps. Donc le vilebrequin, mais tout simplement il tourne, hein, c'est ce que j'expliquais dans la présentation au départ. Donc j'ai le vilebrequin qui tourne, et dans ce compresseur en fait, vu que c'est l'entrée, on va devoir faire tourner ce vilebrequin. Il tourne suivant quel axe? Il va tourner autour de Z. Donc là, c'est là la difficulté pour cette liaison, c'est la liaison pivot. La difficulté, c'est de trouver l'axe de rotation. Donc faut pas se tromper en fait. C'est pas une rotation qui va vers Y, c'est vraiment une rotation qui tourne autour d'un axe. Donc ici, la rotation, c'est autour de Z. Donc quand je reviens sur mon document réponse, des translations, j'en ai aucune. Par contre, des rotations, j'ai une rotation suivant Z, donc je pense bien à mettre 1 sur Z. Et le nom de la liaison, donc je l'ai dit oralement, c'est la liaison pivot. On arrive à la dernière question, la question 12, qui est liée au schéma cinématique. Donc toutes les liaisons en fait que vous avez déterminées, elles permettent normalement de faire un schéma cinématique. Donc on a des schémas de liaison en lien donc avec les liaisons que vous avez déterminées. Donc ici j'ai le schéma cinématique qui vous est proposé et je vais vous donner directement les réponses par rapport à la question 12. La question 12, c'était être capable de donner le nom des liaisons par rapport au schéma. Donc on a la liaison pivot glissant et on a la liaison pivot. Donc ça, normalement, avec des documents ressources, c'est facile. Et après, un peu plus difficile par rapport, en tout cas, à cette question, c'est être capable de retrouver le nom des pièces
en fonction du schéma cinématique. Donc en rouge ici, on a le vilebrequin. Donc le vilebrequin où vous avez votre rotation. Vous avez la bielle, donc ça c'était donné. La bielle, elle fait la liaison entre le vilebrequin et la dernière pièce qu'on vous demande qui est le piston. Voilà, j'en ai fini avec ce TD. J'espère que la vidéo est pas trop longue. J'espère que ça a permis de comprendre ou en tout cas de corriger certaines fautes que vous aviez faites donc sur le TD ou vous n'avez pas fait de faute et c'est parfait. N'hésitez pas également à fouiller donc dans la chaîne YouTube si vous avez besoin d'avoir des vidéos de rappel sur certains éléments. Là, c'est vraiment quelque chose de plus global et je vous rappelle, c'était la certification d'un ancien sujet de BEP. Je vous dis à bientôt. Merci.